Et si le plus grand danger pour notre monde portait un visage familier, pas celui d'un tyran, pas celui d'un fou, mais celui d'un collègue, d'un voisin, d'un ami. Et si le mal ne criait plus, mais parlait calmement, poliment, avec les bons mots, avez-vous déjà croisé quelqu'un de brillant? Défendre une absurdité avec une conviction désarmante. Un professeur, un expert, un proche, qui propage sans le vouloir quelque chose de profondément dangereux, pas par haine, pas par ignorance, mais par une forme de stupidité bien plus subtile, bien plus inquiétante, une stupidité qui pense, qui obéit, qui vote, qui croit comprendre, mais ne fait que répéter, une stupidité collective, élégante, contagieuse, qui avance sans bruit et transforme des peuples entiers sans qu'ils ne s'en aperçoivent. C'est ce phénomène que Dietrich Bonhoeffer, théologien allemand, a identifié en 1943, depuis une cellule de la Gestapo. Ce qu'il y a vu n'était pas un simple mal, c'était un mécanisme, un virus de l'esprit. Et si cette mécanique était à l'œuvre, ici, maintenant, autour de vous, et si vous n'étiez pas aussi libre de penser que vous le croyez, et si le problème c'était vous, sans que vous le sachiez, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait changer votre manière de voir le monde, ou vous faire comprendre que vous avez peut-être déjà cessé de penser. La stupidité, une force collective, pas une défaillance personnelle. On croit souvent que la stupidité, c'est un défaut individuel, un manque d'intelligence, une limite personnelle, mais ce n'est pas ce que Dietrich Bonhoeffer a découvert. Pour lui, la vraie stupidité n'est pas une faiblesse de l'esprit, mais un phénomène social. Elle ne naît pas dans l'isolement, elle émerge dans le groupe, quand l'individu cesse de penser par lui-même et s'aligne sur la voie dominante. Il ne doute plus, il répète. Plus l'environnement est collectif, plus cette stupidité devient puissante. Plus elle se sent protégée, légitime, invulnérable. Elle ne cherche pas la vérité, seulement la conformité. Et plus elle est éduquée, plus elle peut être dangereuse. C'est ce qu'on a vu en Allemagne dans les années 30. Des citoyens cultivés, intelligents, devenus instruments d'un régime monstrueux. Non pas par haine, mais par adaptation, par confort, parce que penser devenait risqué. Et aujourd'hui, elle ne porte plus d'uniforme, mais elle agit encore. Elle défile sous forme de hashtags, de slogans, de dogmes qu'on ne peut pas questionner sans être rejeté. Elle a changé de visage, pas de nature. Bonhoeffer le disait, on peut combattre la méchanceté, pas la stupidité, parce qu'elle est fière d'elle-même, satisfaite, fermée. Et vous, est-ce que vous pensez encore par vous-même, ou est-ce que vous répétez ce qu'on vous a appris à dire? Une contamination sociale organisée. La stupidité dont parlait Bonhoeffer n'est pas un accident. Ce n'est pas un simple effet de foule, c'est une contamination lente, précise, presque chirurgicale. Elle s'installe dans les discours officiels, les médias, les institutions. Elle s'infiltre dans les écoles, les entreprises, les conversations du quotidien. Et surtout, elle ne se présente jamais comme de la stupidité. Au contraire, elle parle avec autorité, avec calme, avec certitude. Elle utilise des mots qui te rassurent. Responsabilité, sécurité, progrès, solidarité. Mais derrière ces mots, elle désactive la pensée. Elle remplace le doute par l'adhésion, la réflexion par l'automatisme. Ce processus est organisé. Il n'a pas besoin de chef visible. Il repose sur une mécanique bien plus puissante, la pression sociale, le besoin d'appartenir, le réflexe d'alignement, le rejet instinctif de celui qui pense autrement. Regardez autour de vous. Qui ose encore poser des questions? Qui ose encore dire « je ne suis pas sûr ». Chaque fois qu'un débat devient impossible, chaque fois qu'un désaccord est traité comme une menace, la contamination progresse. Et plus elle progresse, plus elle devient invisible, normale, intouchable, jusqu'à ce que penser autrement devienne non seulement difficile, mais dangereux. Alors, posez-vous cette question. Est-ce que ce que vous pensez aujourd'hui vient vraiment de vous? Les expériences scientifiques qui confirment le pire. Ce que Bonhoeffer pressentait dans sa cellule, la science l'a confirmé des années plus tard. Les résultats sont glaçants. En 1961, aux États-Unis, le psychologue Stanley Milgram,
lance une expérience célèbre. Il cherche à comprendre comment des gens ordinaires peuvent commettre l'impensable, simplement parce qu'on leur dit de le faire. Les participants pensent prendre part à une expérience portant sur la mémoire. On leur demande d'administrer des décharges électriques à un inconnu à chaque erreur. La tension monte. 50. Vol, 100, 200. L'inconnu supplie, hurle, puis se tait. Pourtant, 65% vont jusqu'au bout, croyant avoir tué quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'une voix en blouse blanche leur dit simplement « Continuez ». L'expérience l'exige. Il n'était ni sadique ni fou, juste obéissant, conforme, docile. Quelques années plus tard, en 1971, Philippe Zimbardo transforme un sous-sol d'université en prison fictive. Des étudiants, divisés en gardiens et prisonniers, voient leur comportement changer radicalement. Les gardiens deviennent cruels, les prisonniers soumis. Le rôle suffit à faire émerger le pire. Ces expériences montrent que pour produire le mal, il ne faut pas un monstre, juste un cadre, une légitimité, un langage codé, et des gens ordinaires prêts à suivre la norme. Le conformisme, une obéissance tragiquement banalisée. Nous aimons croire que nous sommes libres, que nos choix sont réfléchis et que nos convictions sont personnelles. Mais la plupart du temps, nous nous contentons de suivre. Pas parce que nous sommes lâches, mais parce que le conformisme est devenu invisible. Il ne ressemble pas à une dictature. Il n'a pas besoin de cris ni de matraques. Il agit en douceur. Il récompense ceux qui obéissent, qui répètent, qui ne posent pas de questions. Et il marginalise silencieusement ceux qui sortent du rang. Le psychologue Solomon Asch l'a montré dès les années 1950. Lors d'une expérience célèbre, il demande à des participants de comparer la longueur de ligne tracée sur des cartons. La réponse est évidente. Mais dans la salle, des complices donnent volontairement une mauvaise réponse. Résultat, plus de 70% des vrais participants finissent par se conformer au groupe, même quand ils savent que c'est faux. Pourquoi? Par peur d'être différent, d'être exclu, de déranger. Le conformisme ne demande pas d'y croire. Il demande juste de se taire, d'acquiescer, de rester dans la norme, même si cette norme est absurde, même si elle détruit. Et c'est cela le plus inquiétant. Les régimes totalitaires ne se construisent pas uniquement avec des tyrans. Ils se construisent surtout avec des millions de gens qui préfèrent s'adapter. Alors demandez-vous, combien de vos choix sont vraiment les vôtres? Et combien viennent de cette pression sourde, invisible mais constante, à ne pas faire de vagues? Une stupidité qui parle bien, qui brille en société. La stupidité que dénonçait Bonhoeffer n'a rien d'un cliché. Ce n'est pas celle de l'ignorant qu'on ridiculise. Ce n'est pas le manque de culture, ni l'échec scolaire. Au contraire, elle peut porter des diplômes, écrire, des tribunes, parler sur les plateaux télé. Elle sait s'exprimer. Elle maîtrise les codes. Elle donne des leçons. Elle fait illusion. C'est une stupidité bien habillée, polie, intégrée. Une stupidité fonctionnelle qui récite parfaitement ce qu'on attend d'elle, sans jamais se poser de questions. Une stupidité qui pense à l'intérieur d'un cadre, sans jamais voir le cadre lui-même. Elle brille en société parce qu'elle ne dérange jamais. Elle est conforme, fluide, brillante même, tant qu'elle ne sort pas du tracé. Mais dès qu'on creuse un peu, plus rien. Pas d'esprit critique, pas de profondeur, juste des certitudes recyclées. C'est la bureaucratie zélée, l'expert qui justifie l'injustifiable, le politicien qui applique la règle sans jamais interroger le sens. Elle ne doute pas. Elle fonctionne parfaitement. Bonhoeffer écrivait « L'homme stupide est souvent plus dangereux que le méchant, car on peut arrêter le mal. Mais contre la stupidité, la raison ne peut rien. Et peut-être que le plus terrifiant, c'est que cette stupidité-là est valorisée, applaudie, promue, parce qu'elle ne remet rien en cause, parce qu'elle parle bien. Alors posez-vous la question, est-ce qu'on vous a appris à penser ou juste à bien parler sans déranger? Une ingénierie sociale qui tue la pensée. La perte de la pensée n'est pas un accident, c'est le résultat d'un conditionnement, subtil, lent, millimétré. Depuis l'école, on vous apprend à répondre vite, pas à réfléchir longtemps, à réciter, pas à questionner, à obéir, pas à douter. Chaque étape du parcours social, éducation, médias, travail,
vous forme à fonctionner, mais jamais à penser hors du cadre. Ce n'est pas un complot, c'est pire. C'est un système, un modèle qui récompense la conformité, la docilité, la performance, mais pas la lucidité. On vous donne des opinions prêtes à l'emploi, des indignations clés en main, des ennemis désignés. Et si vous résistez, on vous traite de dangereux, de fou, de marginal ou de complotiste. Ce que Bonhoeffer avait compris, c'est que cette ingénierie sociale ne fabrique pas des monstres. Elle fabrique des gens normaux, incapables de penser contre la norme. Elle neutralise la pensée critique pour ne garder que ce qui sert l'ordre établi. Et le plus inquiétant, c'est que tout ça fonctionne sans violence visible. Pas besoin de censure brute. Il suffit de saturer l'espace mental. Pas besoin d'interdire les livres si plus personne n'a envie de les lire. Alors, à quand remonte la dernière fois où vous avez pensé contre l'évidence, contre la majorité, contre ce que vous aviez toujours cru? Penser est devenu dangereux. Aujourd'hui, penser vraiment est un acte à haut risque, pas dans les mots, dans les faits. Questionnez un dogme et vous êtes étiqueté. Exprimez un doute et vous êtes exclu. Refusez de suivre et on vous efface. On ne brûle plus les hérétiques, on les tourne en ridicule, on les discrédite, on les bannit des plateformes. Mais le résultat est le même, le silence, l'isolement, la peur. La pensée libre dérange parce qu'elle ne rentre pas dans les cases, parce qu'elle ne produit pas ce qu'on attend d'elle, parce qu'elle ose regarder là où il ne faut pas. Elle n'est pas violente, elle est subversive. Et dans un monde obsédé par l'image, le flux, la vitesse, la subversion est devenue un crime. C'est pourquoi la vraie pensée est rare. Elle coûte, elle expose. Penser aujourd'hui, c'est accepter d'être seul, de ne pas plaire, de ne pas appartenir. C'est refuser la facilité du groupe, refuser le confort de la certitude. Et pourtant, c'est peut-être la seule liberté qui nous reste. Alors posez-vous cette question, simple mais brutale. Quand tout le monde pense pareil, est-ce encore de la pensée? Le vrai visage de la servitude volontaire. Il n'y a pas toujours besoin de chaînes pour emprisonner un peuple. Souvent, il suffit de lui faire croire qu'il est libre. C'est ce que dénonçait déjà Étienne de la Boétie en 1576 dans son célèbre discours de la servitude volontaire. Il y expliquait comment des millions d'hommes peuvent te soumettre à un seul, sans violence, sans contrainte, simplement parce qu'ils s'habituent, parce qu'ils s'attachent à leur maître, parce qu'ils finissent par aimer leur cage. Ce que Bonhoeffer a observé, c'est exactement cela. Une soumission intérieure, silencieuse, presque joyeuse. Les gens ne sont pas forcés. Ils coopèrent. Ils participent à leur propre enfermement. Ils répètent les slogans. Ils dénoncent les dissidents. Ils défendent le système, même quand ils les broient. Et c'est ça le plus terrifiant. La servitude moderne ne se vit plus comme une oppression, mais comme un choix. On pense être du bon côté. On pense être éclairé, progressiste, du bon camp. Mais on ne fait que recycler ce qu'on nous a appris à dire. On est aligné. Et on appelle ça la liberté. La Boétie posait une question simple. Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre. Mais aujourd'hui, qui ose encore ne pas servir? Et vous, de quoi êtes-vous en train de devenir complice sans même le voir? La dernière liberté, penser par soi-même. Dans un monde où les opinions se fabriquent en masse, où les idées circulent comme des virus et où la pression sociale pousse à la conformité, il reste une chose que personne ne peut vous enlever, la capacité de penser par vous-même. Cette liberté est pourtant la plus fragile et la plus menacée. Elle demande un effort constant, un combat contre l'oubli et la paresse mentale. Penser par soi-même, ce n'est pas juste avoir un avis différent, c'est remettre en question ce que l'on vous présente comme vérité, explorer ce qu'on vous interdit de voir, refuser de suivre aveuglément la foule. C'est s'isoler dans le silence des doutes, affronter le regard des autres, la peur d'être marginalisé, parfois même la solitude. Dietrich Bonhoeffer, enfermé dans une cellule nazie, savait que cette liberté était rare et précieuse. Y renoncer, c'est devenir un rouage silencieux d'un système destructeur. Ne pas penser, c'est choisir la servitude volontaire. Mais penser par soi-même n'est pas une quête vaine. C'est une lumière dans l'obscurité,
Une résistance invisible mais puissante face à l'ignorance organisée. Alors, face à cette mécanique implacable, quel choix ferez-vous? Suivre le flot ou oser nager à contre-courant? Penser par soi-même est peut-être le dernier acte de rébellion possible et la clé pour ne pas disparaître dans l'ombre de la stupidité collective. La malédiction de Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, ce théologien allemand emprisonné dans une cellule nazie en 1943, a laissé un avertissement qui résonne encore aujourd'hui avec une force terrifiante. Ce qu'il a appelé la stupidité fonctionnelle n'est pas une simple faiblesse individuelle, mais une malédiction collective. Une force qui paralyse la conscience, qui anesthésie le jugement et qui transforme des hommes libres en complices inconscients. Mais pourquoi cette malédiction s'abat-elle si facilement sur les esprits? Parce qu'elle est insidieuse, déguisée, en conformité sociale, en loyauté ou en simple bon sens. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne se manifeste pas par des cris ou des actes violents. Non, elle s'installe dans le silence, dans l'acceptation passive, dans ce refus presque imperceptible de penser par soi-même. Bonhoeffer savait que cette stupidité n'est pas une fatalité, mais un choix, souvent inconscient, mais un choix quand même. Il a payé de sa vie sa résistance à cette force invisible qui broie la pensée critique. Sa malédiction, c'est cette vérité que nous sommes tous susceptibles de redevenir des pions, si nous cédons à la facilité, à la peur ou à l'indifférence. Aujourd'hui, ce même poison se répand dans nos sociétés modernes, à travers les réseaux, les discours politiques et même nos relations quotidiennes. Ce que Bonhoeffer a vécu derrière les barreaux nazis, nous le vivons chaque jour, parfois sans même nous en apercevoir. Sa malédiction est aussi un appel, celui de réveiller notre esprit, de briser les chaînes invisibles avant qu'il ne soit trop tard. Regarder la réalité en face, c'est accepter de porter un fardeau que peu osent endosser. La lucidité exige du courage, une vigilance constante et parfois même la solitude. Car voir le monde tel qu'il est, sans filtre ni illusion, peut déranger, effrayer et remettre en cause tout ce en quoi nous croyons. C'est un prix lourd, mais c'est aussi la seule voie possible pour échapper à la servitude invisible de la stupidité collective. Alors, quelle sera votre décision? Allez-vous choisir la facilité du confort intellectuel ou prendre le risque de penser par vous-même, même quand cela dérange? Chaque regard, chaque question posée est une lumière dans l'obscurité. Et c'est ensemble, en partageant nos doutes et nos réflexions, que nous pourrons peut-être briser cette malédiction. Je vous invite à partager vos impressions en commentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette vidéo? Avez-vous déjà ressenti cette stupidité fonctionnelle autour de vous? Votre avis compte. Engageons cette conversation, car c'est dans l'échange que naît la vraie prise de conscience. La liberté de penser n'est pas donnée, elle se conquiert. Et ce combat commence ici, maintenant, avec vous.